Bienvenue sur ITV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui le docteur Djibril Ndao. Djibril Ndao est docteur d'État au Sénégal, 1983. Il a été aussi en Arabie Saoudite, il a travaillé au département cancérologie, hématologie de l'hôpital King Saud Medical en Arabie Saoudite, c'est à Riyad. Il a aussi été à travailler en France dans beaucoup de structures de santé. Le docteur Djibril Ndao dirige aujourd'hui le centre médical spécialisé Elysium, qui est créé avec principale mission le traitement des malades atteints de cancer et des maladies du sang. Docteur Djibril Ndao, merci d'être avec nous sur ce plateau de ITV. Est-ce que le vaccin, comme on l'annonce un peu partout à travers le monde, peut être une chance d'éradiquer ce mal? Oui, merci Monsieur Diop, Hassan, de me permettre de donner mon avis sur cette question assez cruciale aujourd'hui et qui divise ou qui réunit la communauté scientifique et même, en même temps les gouvernements derrière. Alors, je suis cancérologue de formation, hématologue et greffe de moelle. Alors, dans cette spécialisation-là, nous avons une sous-spécialisation en infectiologie, donc qui explique que les maladies en général, surtout les maladies virales, ne sont pas tellement étrangers dans ma formation. D'autant plus que malheureusement, il y a eu un moment donné où pratiquement tous les malades qui sont atteints de cancer sous chimiothérapie, ou bien les greffes de moelle, la première cause de mortalité, c'est les problèmes infectieux. Donc, dans cette obligation-là, nous avons à faire cette formation d'infectiologie, mais en sous-formation. Donc, pour en revenir au problème de la Covid, c'est sûr que c'est une première, hein, depuis que le XVIIe siècle, où il y a des épidémies de peste comme on en a connu, et puis il y a les histoires de la grippe espagnole qui a fait 6 millions de morts. Mais depuis le XXe siècle, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on fait face à une telle endémie. Les coronas sont connus quand même depuis très longtemps, et puis déjà depuis 1960, on les avait relativement bien décrits, mais ils étaient pas si pathogène que ça, voilà. Et donc, malheureusement, depuis décembre 2019, il y a eu cette pandémie qui est née en Chine et qui a envahi le monde entier. C'est un vrai drame, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie des hommes, voilà, qui est ponctuée comme ça d'événements difficiles. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de la Corona-19 ? Je crois qu'il y a des points scientifiques qui sont quand même très clairs. D'abord, c'est un virus à ARN. Alors, il y a deux types de virus, si on peut résumer. Il y a les virus à ARN, c'est une composante de la partie nucléaire et qui permet justement au virus de se multiplier. Et puis, il y a ce qu'on appelle les virus à ADN. C'est aussi un autre genre. Bon, dans tous les cas, cette dénomination de ARN ou de ADN, c'est l'élément qui permet au virus, en tout cas, de se répliquer. Alors, la particularité pratiquement de tous les virus, c'est qu'ils ont besoin d'un autre intermédiaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient dans une cellule à qui ils vont donner l'ordre de fabriquer leur matériel pour survivre. Donc, par principe, le virus ne veut jamais tuer son hôte. Malheureusement, comme vous l'avez constaté, dans le cas de la Covid-19, nous nous rendons compte qu'il y a énormément de malades qui sont atteints, mais seule une minorité, quand même, malheureusement, ont une issue fatale à leur maladie.
c'est quand même relativement bas. Et si on le compare même à la grippe, on se rend compte qu'ils sont l'un derrière l'autre. Voilà, parce que... Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette folie mondiale Alors, autour de ce virus problème où chacun dit que c'est un virus extrêmement dangereux, il a plombé l'économie, il a plombé les voyages, il a mis des pays pratiquement en récession. Oui, non, mais je pense que c'est évident que c'est une réalité. C'est un virus qui tue. Pour le moment, on connaît les cibles particulièrement qui meurent de cette maladie-là. Bon, mais je veux dire, nous qui sommes médecins, quand vous recevez un malade et que vous lui dites que vous êtes positif, je veux dire, rien n'est défini. Quel sera son avenir demain? Personne ne le sait. Surtout quand il a des signes de plus en plus qui tournent vers la sévérité ou la gravité. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que, bon, nous avons l'équation. Il y a un problème sanitaire, certain, évident, et qui est une pandémie, dont l'impact direct, c'est l'économie, enfin, l'aspect social ou économique de la maladie. Les choix sont très difficiles. Pour les pays même développés, déjà, c'est difficile. Pour les pays à économie très informelle, c'est encore plus difficile. Alors, la résolution, c'est au cas par cas, je pense. Je pense qu'on doit, dans la recherche des solutions pour le moment, parce que ce soit le traitement, que ce soit la vaccination, c'est peut-être vers les années 2000, à l'année 2021, et encore, quelle période de 2021, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas aussi facile. Alors, donc, le choix, c'est que nous devons faire en sorte que, quand dans un pays comme le Sénégal, qui est confronté à cette épidémie, et je suis étonné d'ailleurs que cette épidémie ne fasse pas autant de victimes comme on en a vu en Europe. Et pourtant, les mesures de distanciation, les barrières, enfin les mesures barrières ne sont pratiquement pas aussi respectées qu'on l'aurait souhaité. Et pourtant, le virus est là. C'est vrai que nous n'avons pas atteint le pic. Hein. Il monte progressivement. Voilà. Il y a toujours plus de malades en réanimation. Il y a un peu plus de décès. Il y a plus de cas contaminants. Bon. Mais donc, comment résoudre ce problème-là par rapport à un pays comme le Sénégal? Je crois qu'on a une culture. On a une culture qui doit dicter beaucoup de choses dans la prise en charge des mesures à dérouler pour essayer de faire face à cette épidémie. Tantôt vous parlez de traitement. On a vu une polémique mondiale où le docteur Raoul dit que l'hydrochloroquine avec azithromycine soigne le virus. D'autres le contestent en disant que c'est inefficace. Il y a une polémique autour de ça. Ici au Sénégal, on a choisi la voie de l'hydrochloroquine par rapport aux médecins qui soignent cette maladie-là. Et ils disent qu'ils ont des résultats. Oui, bon, enfin, bon, moi j'ai vraiment été confronté à ces problèmes-là. Le MERS qu'il y a eu en Arabie Saoudite, j'étais à l'époque en 2012 là-bas. Donc, je pense que c'est un peu délicat. Il y a un débat autour du traitement. Ça a été tellement médiatisé que finalement, ça a eu des incidences un peu sur la recherche purement scientifique. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, je vous ai donné un document qui vient juste de sortir. Et c'est un document en français en plus, qui montre qu'aujourd'hui, il n'y a aucun médicament n'est actif contre la Covid. Aucun. Mais comment expliquer donc que des malades sénégalais qui prennent ces médicaments-là sont soignés, sont guéris? Je continue. Je crois que l'étude de l'OMS l'a prouvé qu'elle n'a aucune utilité. L'étude de la Grande-Bretagne l'a montré qu'il n'y a aucune utilité. En France également, l'étude a montré qu'il n'y a aucune utilité à utiliser l'hydrochloroquine ou la chloroquine ou encore l'azithromycine. Et mieux même, toutes les études maintenant ont pratiquement montré qu'il y avait ce qu'on appelle ça peut être à l'origine de morbidité.
c'est-à-dire entraîner des effets secondaires, en particulier cardiaques et rénaux. Donc, qu'est-ce qui guérit les malades sénégalais? Alors, ce qui les guérit, mais en fait, ce que les gens oublient, c'est qu'on sait que 95% des malades guérissent spontanément, sans aucun médicament. Alors, donner des médicaments à des gens qui peuvent guérir spontanément de leur maladie, en disant « je préviens l'aggravation ». Je veux dire, scientifiquement, c'est difficilement... en tout cas, ce n'est pas classique. Ce n'est pas du tout classique. Voilà. On a donné l'hydrochloroquine à Dakar parce qu'à un moment donné, il fallait faire quelque chose. Aujourd'hui, je pense que vraiment les données sont là pour nous dire, voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, pour les malades qui sont polysymptomatiques ou presque pas symptomatiques, on les observe. Pour les cas sévères qui ne nécessitent pas le passage à la réanimation, on les surveille en hospitalisation. Et dès qu'ils s'améliorent, bien sûr, ils sortent. Mais dès qu'ils nécessitent une intubation, donc une réanimation, carrément, on les met en réanimation. Ce qui est scientifiquement, que des gens soient guéris spontanément ici au Sénégal, qu'en Europe, en Italie, qu'il y ait autant de morts. Oui, non, mais il faut pas oublier que l'Italie, quand même, particulièrement l'Europe, il y a une population vieille assez importante. Et nous savons qu'avec la vieillesse, le système immunitaire est très défaillant. Ça, c'est vraiment connu. Je veux dire, moi, j'ai travaillé en plein exercice en France et je sais la fragilité des personnes âgées quant à la proposition de certains types de traitements qu'on faisait pour le cancer. Donc c'est la jeunesse relative des Sénégalais ou bien des Africains qui est un atout pour lutter contre la maladie, c'est ça? Oui, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que nous, aujourd'hui, à Dakar, nous devrions regarder très profondément pourquoi nous n'avons pas ce même profil épidémiologique dans les autres. À mon avis, je pense que dans les pays africains, ce qui nous sauve, parce qu'il n'y a pas que le Sénégal, hein, c'est pratiquement tous les pays africains qui ont ce profil-là. Ce qui nous sauve, je pense que c'est notre mode de vie. À mon avis, nous avons une immunité relativement importante parce que notre passage de l'enfance à l'âge adulte, nous avons été confrontés à énormément de maladies infectieuses. On survit à tout cela et je pense que c'est ça qui explique sûrement la bonne immunité générale parce qu'il y a des immunités spécifiques et une immunité générale. Mais pour confirmer et infirmer tout cela, il faudrait faire une étude sérieuse pour regarder effectivement pourquoi il y a moins de morts peut-être au Sénégal par rapport aux autres pays, en Afrique. Qu'est-ce qui est la réalité réellement? Qu'est-ce qui se passe? Il faut une étude donc. Oui, non, mais je pense qu'il faut pas interpréter les chiffres, de dire qu'il y a moins de morts. Mais en fait, il y a aussi moins de cas. C'est certain, je crois qu'on est à 13 000 et quelques cas au Sénégal, donc à peu près 200 morts, je crois. Donc, comparativement par rapport à ce qu'on a vu en Europe, quand vous faites le ratio, ça revient à peu près à la même chose. Voilà. Donc, moi, je pense que ça peut être une explication. Mais, en tout cas, ça mérite une étude approfondie. Et je voudrais même rappeler, vous savez, à un moment donné, il y a eu une vidéo virale qui est sortie. On disait, un de vos confrères français qui disait pourquoi ne pas essayer ce vaccin-là en Afrique. En fait, c'était quoi? C'était l'intradermal contre la tuberculose. Alors, ce vaccin-là, pourquoi il l'a proposé en fait? Pourquoi les chercheurs le proposaient? Parce qu'il permet d'augmenter l'immunité générale en protégeant bien sûr contre la tuberculose. Donc, à mon avis, vous savez par exemple que nous sommes tous, plus ou moins d'une certaine génération, nous avons tous plus ou moins rencontré la tuberculose. Et à un moment donné, du stress ou le fait que, par exemple, que les immigrés partent en Europe ou avec le stress, ils redéveloppent ce qu'on appelle une tuberculose de résistance. Donc, si je comprends bien, les médicaments ou les vaccins qui peuvent augmenter l'immunité générale peuvent être efficaces contre la COVID-19. Très probablement. Mais en sachant que la plupart des maladies infectieuses développent ce qu'on appelle une immunité spécifique.
Voilà. Donc, dans le cas de la Covid, on la connaît très bien, mais ce qu'on sait également, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de débats autour de cela. On les appelle par exemple les anticorps neutralisants. Mais ce qu'on constate, le premier cas a été décrit à Hong Kong il y a quelques jours, de la réinfestation. Ça a été prouvé. Et donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette maladie-là, on peut la refaire. Voilà, malgré qu'il y ait une immunité présente dans le sang. Et aujourd'hui, ce qu'on a aussi démontré, c'est que selon la sévérité de la maladie, la réaction immunitaire est différente. Les malades légers, ils ont une réponse très faible. Les malades sévères ont une réponse évidemment modérément importante. Les malades graves ont une immunité relativement bonne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans l'évolution de cette maladie dans la population, il va être toujours difficile de prévoir comment ça va se passer plus tard. À moins que le miracle arrive, que les vaccins soient sur le... Mais ce qu'on sait, c'est que cette maladie est très contagieuse. Et il est arrivé que beaucoup disent que les rassemblements favorisent la propagation de la maladie. Et au Sénégal, on va avoir de grands événements qui vont arriver. Il y a le Magal de Touba, il y a le Gamou de Tuaon, il y a les écoles qui ouvrent, l'université qui reprend. Est-ce que c'est des moments qui peuvent créer une inquiétude chez les populations? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de doute. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même un consensus scientifique que chaque fois qu'il y a un regroupement de population, dans le cadre du Covid, il va y avoir une explosion de la maladie. Je pense que récemment en Europe, depuis qu'ils ont fait les mesures de confinement, nous avons vu comment la maladie a explosé. Et au Sénégal même, on a des preuves que maintenant, la maladie est pratiquement dans tous les pays. Donc je pense que c'est la responsabilité à l'État de protéger les populations ensemble avec les acteurs sociaux. Voilà, je pense qu'il y a aucun doute. Quel discours qu'il faut avoir envers ceux qui organisent le rassemblement, les chefs religieux, les chefs coutumiers par rapport à cette maladie? Parce que le rassemblement, ce n'est pas seulement chez les musulmans. Ouais. Quand vous allez au sud de la Casamance aussi, chaque jour, il y a des kassaks, il y a des rites qui sont organisés où les gens sont rassemblés. Oui, mais vous savez, on est dans une, dit-on toujours, une république. Hein. Je veux dire, le devoir de l'État, c'est de protéger les citoyens. Voilà. Je pense qu'une pratique culturelle, spirituelle, quoi qu'on dise, à partir du moment où elle peut porter préjudice à la santé des populations, je pense que l'État peut sévir, à mon avis. Ouais. C'est le rôle premier de l'État, c'est le bien-être des populations. Et ce vaccin qui a été annoncé un peu partout, la Russie a annoncé qu'ils ont trouvé un vaccin, le président Poutine lui-même a dit que sa fille fait partie des cobayes. Est-ce qu'en Afrique, pour se positionner par rapport au vaccin, ou bien il n'y a pas de réflexion par rapport à cette question? Mais l'Afrique, le problème, c'est de l'argent. Si nous avons... Vous savez, il a été préacheté à peu près 7 milliards de doses de vaccins. Préacheté. Donc cela veut dire que si l'Afrique ne se positionne pas rapidement, ça va être difficile. C'est-à-dire que si le vaccin sort aujourd'hui, les populations africaines seront exclues. Nous risquons d'avoir des problèmes d'approvisionnement. Voilà. Je pense que le docteur Sall de l'Institut Pasteur l'a rappelé tantôt hier dans sa communication. Peut-être dans un premier temps, nous allons avoir du retard. Rappelez-vous quand même le problème des masques, comment ça s'est passé en Chine. Au tarmac même, ça allait d'une commande à l'autre et puis d'un avion à l'autre. Et les vaccins, aujourd'hui, je veux dire, il y a quand même du business, quoi qu'on dise. Hein. Des vaccins sont très avancés, ça c'est certain. Il y a au moins 3 ou 4 ou 5 vaccins qui sont vraiment avancés. Mais le problème des vaccins, M. Diop, c'est que l'efficacité d'un vaccin peut être démontrée à court terme. Mais le problème également, c'est les effets secondaires. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'urgence, nous devons sauter les étapes de la sécurisation de la vaccination, de la mise en œuvre d'une vaccination? Ça, c'est un très grave problème. Je prends comme exemple, quand le virus du papillomavirus qui donne le cancer du col utérin est sorti à l'époque,
il y a eu tellement de problèmes. On a eu des images ahurissantes de gens, dit-on, qui ont pris le vaccin et puis qui sont devenus complètement grabataires. Bon, mais en fait, le temps a permis quand même de montrer que ça n'était rien du tout. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, le problème de la Covid, c'est qu'il y a une urgence. Derrière cette urgence-là, est-ce qu'on doit quand même ne pas respecter la procédure de recherche scientifique pour mettre au point à la disposition des populations le vaccin? La concentration mondiale, pratiquement sur la Covid, ne risque pas de laisser en rade les autres maladies qui tuent tous les jours, telles que le cancer, entre autres? Ça, c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun doute qu'il y a un retard de diagnostic de pas mal de maladies qui n'ont rien à voir avec la Covid. Ça, c'est certain. Maintenant aussi, dans les pays très développés, les recommandations sont données. Nous, dans le domaine du cancer, tous les malades qui sont atteints de cancer doivent être traités. On a constaté qu'il y a une légère aggravation de la Covid quand ces malades le sont, mais ce n'est pas aussi significatif par rapport à la gravité de la maladie de base. Par contre, chez les malades qui sont atteints de leucémie, là, il y a une mortalité relativement importante quand il y a la Covid qui se mêle du tableau clinique. Mais est-ce que ceux qui sont atteints de cancer viennent vous voir, vous consulter pour leur maladie malgré la Covid? Oui, on continue à les voir, mais plutôt à les gérer à distance. Parce qu'on a deux types de malades. Les malades qui sont sous surveillance. Là, bon, on continue à les surveiller à distance. Voilà. Les malades qui sont sous chimiothérapie. Là, nous continuons à faire les chimiothérapies. Et ensuite, il y a les malades qui viennent juste de constater qu'ils ont une boule dans le sein. Nous les recevons et nous essayons de faire le diagnostic. En tout cas, à mon niveau, je pense qu'à ce niveau-là, je suis entièrement engagé à prendre le risque. C'est comme ça. Il y a aussi le débat sur les hôpitaux au Sénégal, leur gestion. On a vu des démissions dans certains hôpitaux qui disent que l'État du Sénégal ne s'occupe pas réellement de financer les hôpitaux. Qu'en est-il exactement? Mais moi, je pense que le problème de l'hôpital public, c'est quelque chose de très ancien. Ça ne remonte pas maintenant. Moi, je suis arrivé à la fac en 1972. J'ai été médecin assermenté en 1979. Et depuis, je me bats contre le cancer et les maladies du sang. Mais durant ce cursus-là, scolaire et puis professionnel, j'ai vu l'hôpital se dégrader. Et je crois que c'est un peu le problème des intellectuels au Sénégal. Parce que j'estime qu'un médecin est un intellectuel. Et qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a un conflit d'intérêts terrible. Pourquoi un conflit d'intérêts? Je ne peux pas comprendre que l'hôpital public, avec ses médecins publics, ces mêmes médecins se retrouvent entièrement impliqués dans la gestion des hôpitaux privés. Je ne peux pas le comprendre. Et c'est ça, je pense que fondamentalement, qui explique les problèmes que nous vivons. Voilà. C'est-à-dire que les médecins sénégalais, ils sont aussi bien dans le public que dans le privé. Ça, je pense que c'est quand même... Et déontologiquement, ils ne doivent pas le faire. Mais, en tout cas, l'ordre des médecins ne sévit pas. Et les ministères non plus. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Et ça porte gravement préjudice à l'hôpital public. Voilà. Donc, les hôpitaux publics sont délaissés au profit des structures privées. Ouais. Ça, c'est certain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Le docteur Djibril Diaw, je rappelle que vous êtes docteur d'État en médecine depuis 1983. Vous étiez aussi, chef de service département cancérologie et hématologie de l'hôpital King Saud Medical City Riyad en Arabie Saoudite. Vous avez travaillé aussi en France. Aujourd'hui, vous êtes au centre médical spécialisé Elysium, qui est créé avec principale mission le traitement des maladies atteintes de cancer et des maladies du sang. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.